Bonjour et bienvenue à ce 36e épisode du podcast de Board Game Québec. En fait, je pourrais dire l'épisode du mois de février 2018, vu que maintenant je fais des épisodes à chaque mois. J'espère être en mesure de sortir avant la fin février, sinon peut-être qu'on est le 1er ou 2 mars, là c'est pas si grave que ça, mais c'est l'épisode pour février 2018. Février est un petit peu plus court, fait que j'ai un petit peu moins de temps, mais non, ça a bien été quand même. Et là, j'avais le goût de vous présenter un nouvel épisode. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, donc mon épisode du mois. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Quelques petites nouvelles. On va parler des jeux de train thématiques que j'adore beaucoup, qui m'a été suggéré par un auditeur du podcast pour faire le sujet principal de l'épisode. On va également aussi parler de mes derniers achats. Des expériences de jeu, beaucoup de jeux que j'ai joués. Je reviens à la formule qui a déjà été dans le podcast où on parlait de plusieurs jeux, mais très brièvement, des jeux qu'on avait joués entre les épisodes. Je reviens à cette formule-là au lieu d'y aller vraiment détaillé pour un jeu. J'aime mieux parler de beaucoup de jeux, mais dans plus bref portions, puis je sais que le monde aime mieux ça aussi, avoir un bref aperçu de chacun des jeux pour leur donner une idée, pour leur titiller un peu qu'est-ce que ce jeu et si ça pourrait leur intéresser pour aller faire des recherches un peu plus poussées par la suite. Et finalement, on va terminer avec un projet québécois. Je vous invite à rester. C'est un autre podcast, peut-être que vous le connaissez déjà, mais je voulais en parler ici dans mon podcast. Et donc, c'est ce qui englobe cet épisode. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir aller aux nouvelles. Alors, du côté des nouvelles, on avait l'As d'or qui est au jeu de Festival international du jeu de Cannes, qui a été révélé tout récemment. L'As d'or 2018, je vais passer les catégories, là, l'As d'or, As d'or, là, tout public, on pourrait dire, là, et jeu de l'année. Et la catégorie expert, là, je ferai pas la catégorie enfant, parce que c'est pas des jeux que je joue, que je connais non plus. Donc, pour la catégorie tout public, vraiment l'As d'or, on avait en nomination Azul, Dice Forge, Twinit et Flamme Rouge. Là-dessus, j'ai joué Azul et Dice Forge. J'ai jamais joué Flamme Rouge et c'est un jeu que je veux absolument essayer prochainement. Puis là, j'ai vu avec l'extension Peloton qu'on peut jouer en solo. Fait que ça risque d'être un jeu de course vélo. Ça a l'air très intéressant, que j'ai le goût de me procurer éventuellement. Et Dice Forge, j'avais bien aimé aussi, système de dés, de dice crafting, où on va vraiment construire nos faces de dés. Azul, c'est un excellent jeu que j'ai dans ma collection. C'est le seul que j'ai dans ma collection dans les 4. Et Twinit, j'ai jamais essayé non plus. Et le gagnant, sans aucun doute, je pense que c'est un jeu qui fait l'unanimité ces temps-ci. Un jeu vraiment simple, c'est le jeu Azul. Tout simplement qui a remporté de la compagnie Plan B Game, qui est une compagnie québécoise qui ont vraiment tiré dans le mille avec ce jeu-là. Il y avait tiré dans le mille aussi avec Century, la route des épices. Quoique, je pense que le boss est estompé assez rapidement pour Century. On n'entend plus beaucoup parler, mais je pense que Azul va rester beaucoup plus dans le temps par son format abstrait, mais que chaque game est très différente. Tandis que dans Century, ça revient un peu souvent au même. Donc, un très bon jeu. Je sais qu'il y a une extension aussi qui va arriver pour Azul. J'ai un de mes amis qui m'a dit ça cette semaine. Donc, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va rajouter, là, Azul, avec cette extension-là. J'en ai aucune idée. J'ai pas plus de détails, puis je vais pas chercher plus que ça. Mais quand j'en aurai plus de détails, je vais vous revenir avec ça. Et du côté expert, donc l'As d'or expert, on avait en nomination Great Western, Terraforming Mars et Arkham Horror, le jeu de cartes. Donc 3 jeux. J'ai seulement, en fait, j'ai jamais joué à Great Western encore, honte à moi, mais non. J'aimerais ça l'essayer éventuellement, c'est certain. Je sais qu'il y a un de mes partenaires de jeu là où je vais jouer régulièrement, que le jeu l'intéresse aussi, puis que peut-être donc je vais avoir la chance de l'essayer éventuellement. Et du côté de Terraforming Mars, c'est un jeu que je possède, que j'aime bien, il est juste ici dans ma collection, et aussi Arkham Horror, le jeu de cartes également, qui est un très bon jeu que je sors pas assez souvent, puis que faudrait que je ressorte très prochainement. J'avais bien aimé l'expérience. Donc le gagnant,
pas sans aucun doute, mais il y a beaucoup de buzz autour de ce jeu-là. Il y a beaucoup de prix qu'il gagne. Donc, c'est Terraforming Mars qui a remporté cet As d'or expert 2018. Donc, c'est pour la version française du jeu. Les prix de l'As d'or, c'est pour les versions françaises. C'est des jeux avec des versions françaises. Parce que Terraforming Mars est sorti en 2016 en anglais. Et donc, ça fait le tour là, pour l'As d'or 2018 qui a gagné. Donc, petite nouvelle rapide. Et aussi sur autre nouvelle, sur Kickstarter, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Parce que je trouvais qu'il y avait quelques jeux qui se démarquaient un peu plus. Il y a CO2 Second Chance. Donc, c'est pas une réédition, mais c'est une nouvelle version de CO2 de Vital Lacerda. Un jeu qui a l'air vraiment superbe. J'ai jamais joué à CO2. Et le jeu me tente beaucoup, mais c'est des jeux qui sont très chers souvent. Et encore là, très complexe. Beaucoup de sens entre les trucs. Le CO2, ça tourne autour du thème de l'environnement. Ça a l'air vraiment très bon. Il y a un aspect... ils ont rajouté une version coopérative pour sauver la planète. Et ils ont aussi une variante solo. Comme dans tout bon jeu de Vital Lacerda, on a toujours une variante solo. Il me tente beaucoup, mais il est très cher. Et là, il est en euros en ce moment sur Kickstarter. Ça se peut qu'il soit terminé aussi la campagne là, au moment de vous présenter cet épisode-là. Donc CO2, c'est ça, il reste 4 jours. Là, je suis. On est le 24 février au moment que j'enregistre ce podcast-là. Donc ça se peut très bien qu'il soit déjà terminé. Ça tourne autour de 100$ plus le shipping. Donc c'est quand même assez dispendieux. Souvent ça tourne autour de ces prix-là, ces jeux aussi. Mais peut-être qu'on va être capable de le retrouver un petit peu moins cher lorsqu'il va sortir en magasin. On a aussi Aeon's End Legacy. Vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est la version Legacy pour Aeon's End. Un jeu que j'ai essayé une fois, j'ai bien aimé, un jeu de deck building un peu différent où on brasse pas notre paquet de cartes et qu'on va placer lorsqu'on défausse nos cartes. Lorsqu'on défausse, on les place dans un certain ordre que l'on veut, mais lorsqu'on reprend le paquet, on fait juste le revirer de l'autre sens. Et ça fait notre nouveau deck pour les prochaines pioches. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Puis c'est un jeu où on va aller, il y a un pool de cartes qu'on va aller acheter. Et puis, on va aussi battre des Nemesis, des monstres. On peut jouer aussi en solo également. Et là, il y a une version Legacy. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est bien en vogue ces temps-ci, les Legacy. Donc ça risque d'être intéressant. Et finalement, il y a Robin Hood and the Merry Men, qui est un jeu de la même compagnie que l'excellent Cavern Tavern et Rise to Nobility, donc Final Frontier Games. On sort de l'univers des deux premiers jeux et on s'en va dans l'univers de Robin des Bois, un autre jeu avec du placement de travailler, des dés personnalisés. Il y a un aspect un peu coopératif au jeu, mais ça reste un jeu compétitif. Ça a l'air très intéressant. Je vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. Ça se termine, il reste encore beaucoup de jours avant la fin de la campagne. Puis Rise to Nobility, juste à revenir pour ça. On le voit beaucoup passer ces temps-ci sur les réseaux sociaux parce que ça vient d'arriver. Je l'avais pas supporté parce que j'avais payé plus cher mon Cavern Tavern que ce qui était en magasin par la suite. C'est sûr que je l'avais eu bien avant tout le monde. Mais là, je regrette un peu peut-être de ne pas avoir supporté Rise to Nobility parce que j'ai vraiment hâte d'y jouer, de l'essayer ce jeu-là. Et là, Robin Hood and the Merry Men, est-ce que je vais le supporter? Peut-être. Probablement aussi. Donc c'est ça pour Robin Hood and the Merry Men. Je vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. Et sur ça, ça fait le tour des petites nouvelles que j'avais pour ce 36e épisode. On est maintenant rendu au sujet principal de l'épisode, les jeux de train. Une thématique que j'apprécie beaucoup. Si vous écoutez, si vous me suivez, vous savez que j'adore les jeux de train. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas autant de jeux de train que je pensais, mais j'en ai quand même plusieurs pareils là, pour une collection d'une centaine de jeux. Mais j'en ai essayé aussi d'autres que j'ai pas à ma possession. Donc les jeux de train, comme ça le dit, c'est un style de jeu qui va être lié au train, construction de chemin de fer, des fois pas nécessairement, des fois faire avancer un train, des fois c'est
opérer des compagnies de train. Donc il y a plusieurs aspects au jeu de train. Ça peut être juste de tout simplement où il y a aussi du pick-up and deliver dans tout ça, mais je vais y revenir avec les mécaniques de jeu courantes là, pour tantôt. Les jeux de train, il y en a beaucoup qui sont, en fait, les jeux 18XX, donc les 18 et quelque chose, sont des jeux de train très à nature très économique, très demandants, et qui, donc c'est, je dirais, les jeux de train les plus lourds qui se fait sur le marché. Jeu que j'en ai un en ma possession, j'en ai parlé tantôt, puis j'ai pas encore eu la chance d'essayer parce que c'est dur de trouver du monde qui veulent y jouer. Donc pour les jeux de train, les mécaniques de jeux courantes qu'on va retrouver, il y a souvent, comme je disais, de la construction de route, c'est assez fréquent. Donc on va construire les tracks de chemin de fer pour faire aller le train à X endroit. Il y a aussi beaucoup, mais pas tout le temps, ça va être plus dans les jeux un peu plus complexes, de la possession d'actions, de shareholding, donc des actions de compagnie qui vont nous faire des points d'argent, etc. Au cours du jeu. Donc ça, c'est une mécanique qui est souvent là dans les jeux un petit peu plus lourds. On va avoir la possession d'actions, le shareholding. Quoique, il y en a un jeu qui est sorti assez récemment qui a cette mécanique-là de shareholding qui est un peu plus léger. On a aussi du placement de tuiles à l'occasion, quand même souvent, là, je dirais, là, parce que c'est la façon qu'on va construire les chemins de fer avec le placement de tuiles. Il y a aussi des mécaniques d'enchères à l'occasion également. Et on a aussi du pick-up and deliver. Souvent, on va avoir à transporter des ressources, construire des routes entre deux chemins et faire du transport de ressources de cette façon-là, ou tout simplement amener à destination des ressources qu'on a dans notre train. Donc ça, c'est pas mal les mécaniques les plus courantes là, où tournent les jeux de placement, pas de placement, mais de train. Et on va retrouver d'autres mécaniques propres au jeu en tant que tel là, qui non, sont pas récurrentes dans tous les jeux de train. Alors, comment présenter de façon la plus variée les jeux de train? Je pense que c'est en vous parlant d'exemples de jeux de train, de jeux que j'ai joués, de jeux dans ma collection, de jeux que j'aimerais jouer. Donc, de cette façon-là, ça va vous mettre un petit peu plus dans le bain. Les jeux de train, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Qu'est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop complexe ou pas dans votre palette? Ou peut-être si vous connaissez zéro les jeux de train puis vous voulez en découvrir, ça peut être l'occasion de cette façon-là avec quelques exemples de jeux, une dizaine d'exemples de jeux de train. Premièrement, le plus classique, la série Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Vous en avez des tonnes et des tonnes de versions. J'ai la plus récente, j'ai la version Allemagne, mais il y a la version France aussi, mais qui sont en fait, c'est plus des cartes qui viennent de sortir, mais la version standalone Allemagne, parce que je crois que la version France n'est pas standalone, ça serait à vérifier, là, mais pour la version Allemagne, elle l'est, et elle ajoute dans celle-là du set collection de passagers, là, de couleurs, certaines couleurs, puis de majorité en fait plutôt, là, de majorité de passagers, ça ajoute une petite mécanique différente qui n'était pas dans les autres aventuriers du rail, mais principalement ces jeux-là, on va aller chercher des cartes de couleurs de train, de route, des set collection. Quand on va avoir le bon nombre, là, on va pouvoir construire notre chemin de fer en plaçant nos petits trains entre deux villes sur le chemin avec la couleur correspondante de nos cartes. Et le but, ça va être de relier deux villes selon nos objectifs, nos cartes d'objectifs. Donc, relier deux villes ensemble, et ça va nous donner des points à la fin de la partie. Mais aussi la distance des chemins qu'on fait qui va avoir une importance sur les points qu'on va faire en cours de partie et non à la fin. Des jeux qui sont assez simples, très familiales, faciles à expliquer, faciles à comprendre, des livrets de règles qui sont 2, 3, 4 pages, donc ça se joue assez bien. C'est une belle introduction au jeu de train. C'est sûr, c'est léger, ça se catégorise quand même dans les jeux de train, mais on est dans le très très léger. Ensuite, il y a 30 Rails, 30 Rails, qui est un print and play que j'avais joué, qui est un jeu en fait où on va lancer un DD qui vont nous permettre de en fait avoir une petite map et on va tenter de faire des routes entre des différents points.
Et le dé qu'on va lancer, ça va nous dire la forme du rail qu'on peut positionner. Là, on va au cours de la partie tenter de faire relier ces routes-là. Un jeu très très simple, très rapide. Je vous invite à aller voir. Il y a Martin, la Société des Jeux, qui avait fait une vidéo par rapport à ça, à 30 Rails, un petit challenge qu'il avait fait. C'est là que j'avais participé, c'est là que j'avais découvert le jeu qui est en print and play. Donc ça vous prend juste un dé, un ou deux dés, un crayon, puis une feuille. Puis vous pouvez faire, là, vous faites une grille de 6 par 6, quelque chose comme ça. Puis vous jouez au jeu. Donc très très intéressant, j'avais bien aimé ce petit jeu là, puis ça coûte pas grand chose à jouer. On a aussi First Class. Là on rentre on complexifie un petit peu la chose dans l'optimisation, je dirais. C'est dans la veine de Russian Railroad que je vais vous parler tantôt. Où on va, c'est des mêmes auteurs en passant, là, Helmut Ole. Et on va dans First Class tout simplement choisir des actions qui vont nous permettre de développer nos deux trains. Et là, on va faire avancer nos conducteurs sur ces trains-là qui vont nous faire des points. Et on va aussi avoir une autre piste où on a vraiment une construction de chemin de fer avec d'autres cartes qui vont nous permettre d'avancer notre train et de faire certains bonus récurrents à la fin de chaque ronde. C'est un jeu vraiment d'optimisation. On va essayer de faire des combos. Un peu d'engine building, mais beaucoup de combos le plus possible pour faire le plus de points possible. Bien évidemment, il se joue en solo à battre son meilleur score où il se joue très bien là, de 2 à 4 joueurs. Puis il y a différents modules aussi dans la boîte de jeu. Ensuite, un jeu que j'ai vraiment apprécié en 2017, c'est Whistle Stop. Whistle Stop, un jeu où on va avoir du pick-up and deliver là-dedans. On va tenter de transporter des ressources de la côte est jusqu'à la côte ouest. Comment on va y parvenir, c'est en construisant des routes qui vont servir à tous les joueurs, mais on va essayer de s'avantager. Il y a aussi du shareholding, donc de la possession d'actions de compagnie, ça aussi va nous permettre de faire des points en cours de partie. Un jeu très stratégique, très le fun. Il y a un petit peu de chance aussi avec les tuiles qu'on va pogner, qu'on va piger. Ça joue très bien à 2 jusqu'à 5 joueurs. Moi j'ai vraiment apprécié ce jeu-là, sa simplicité, mais en même temps belle, pas complexité, mais pas très complexe, mais une belle, on a de la réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on veut faire, puis aussi gérer ce que les autres font. Donc il y a de l'interaction quand même entre les joueurs par rapport à où on place nos routes, puis si on veut bloquer certains autres joueurs. Donc ça c'est vraiment très bien comme jeu Whistle Stop. Et j'ai vu en regardant, en cherchant, en faisant quelques recherches pour ce petit topo-là, qu'il y a une extension qui va sortir en 2018, qu'on va racheter des montagnes et d'autres tuiles de fin de route, etc., d'autres petits éléments. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour cette extension-là avec les montagnes qui risquent de bloquer un petit peu de parcours. Et je pense qu'il avait l'air de dire que ça donnait des points si t'entourais les montagnes, etc. Donc j'ai hâte de voir ça pour Whistle Stop. Je reviens à Russian Railroads que j'ai parlé tantôt. C'est un jeu encore là de beaucoup de gestion de placement de travailleurs pur et dur où on va développer sur notre plateau personnel certains chemins de fer de différentes couleurs et ça va nous donner des points en cours de partie. Il y a aussi des industries qu'on peut débloquer. Il y a beaucoup de combos à faire dans ce jeu-là. C'est vraiment un engine building sur la thématique des trains. C'est peut-être dans celui qu'on sent peut-être moins qu'on fait des trains. Ça aurait pu être d'autres choses à mon avis. Probablement, mais la thématique reste là quand même avec les conducteurs, les rails qu'on construit, etc. Donc des rails de meilleure qualité. Donc c'est un peu le principe du jeu. Un jeu que j'adore énormément avec l'extension German Railroads et l'extension American Railroad que j'aimerais bien essayer, mais elle n'est pas disponible. Je l'ai pas retrouvé. Ça fait longtemps que j'ai pas cherché par contre au Canada. Là. Je sais qu'elle est peut-être disponible en Europe. Là. Plus facilement à trouver. Mais je l'ai pas encore essayé. Ensuite,
Donc ça, c'est si vous aimez les placements de travailleurs pur et dur, c'est un jeu vraiment pour vous. Si vous ne connaissez pas Russian Railroad, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, là, je rentre dans... C'est le dernier que j'ai vraiment physiquement. Les autres que je vais parler après, c'est des jeux que j'aimerais ou que je vais recevoir. Ou que j'ai déjà joué. 1844, 1854, je pense que j'en ai parlé à maintes reprises. Et non, j'ai pas encore joué. C'est le seul 18XX que j'ai dans ma collection. Qui est en deux. En fait, il y a deux jeux dans la même boîte. J'ai lu les règles de ce jeu-là, mais ça fait déjà un bout. Et c'est des jeux qui ont l'air tellement le fun, mais tellement prenant en même temps. Il faut se mettre une journée sur ce jeu-là, mais de nature économique. J'adore ça, ce principe-là. De posséder une compagnie de train et de l'opérer et d'être l'actionnaire majoritaire et de prendre des décisions pour cette compagnie-là, mais on peut peut-être se faire voler aussi au cours de la partie si quelqu'un achète plus d'actions ou si on peut en revendre aussi. Donc il y a du profit à faire, il y a une gestion comme ça économique qui a l'air vraiment très intéressante. Un jour, c'est sûr, il faut que je sorte ce jeu-là, il faut que je trouve du monde pour le jouer. Donc 1844, 1854. Ensuite, je parlais tantôt d'un jeu de possession d'action qui est un peu plus léger, le jeu Mini Rails. Je l'ai essayé là au lac Aleppo ludique. J'ai bien apprécié, très rapide, une demi-heure environ. On va décider, on va tout le temps faire aller chercher une action de compagnie et faire construire une compagnie de train, dépendant des couleurs qui sont disponibles. Et donc ça tourne comme ça. Puis on essaye de varier notre portefeuille et d'avoir... il y a aussi une mécanique intéressante de la couleur qui reste, c'est la couleur qui va scorer à la fin de la partie, je me trompe pas, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un aspect majoritaire aussi là, dans les trucs de train. Donc, beau petit jeu que j'avais bien apprécié là, de shareholding, donc de possession d'actions de compagnie. Ensuite, il y a Steamroller que je vais recevoir prochainement, qui lui est un roll and write. Donc, on va lancer un dé qui va nous dire la forme la forme du chemin de fer à construire. Et ensuite, on va le dessiner sur notre plateau. Puis là, il faut encore relier différentes villes, faire du pick-up and deliver. Une version un peu plus stratégique, un peu plus grosse que 30 Rails, qui est un print and play. Donc un peu dans la même veine que ce jeu-là, que je vais recevoir très bientôt. Là, c'est un Kickstarter exclusif sur un an. Donc pendant un an, c'est juste les backers qui vont l'avoir. Puis après ça, il va être disponible peut-être au Canada. Là. Je pense que je l'avais acheté. Puis c'était en Europe, mais je me souviens plus il était où exactement en Europe. Là. Peut-être qu'il va venir ici un jour au Canada également. Donc, pour terminer ce petit topo-là, 4 petits jeux, 4 jeux en fait, pas de petits jeux, 4 jeux là, que j'aimerais essayer. Il y a Trains, un jeu avec du deck building, construction de routes de train également. Ça a l'air vraiment intéressant, ce jeu-là. J'avais regardé la vidéo de Martin de la Société des jeux. Non, de la zone jeux de société, pardon. C'était d'avoir des noms qui se ressemblent. Qui avait fait une vidéo là, avec sa femme. Pour Trains, qui me semblait très intéressant. Il y a Uber and Rails, que j'étais censé essayer au lac Aleppo ludique. Par contre, après la lecture des règles, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'enchères, mais il faudrait quand même que je l'essaye. Mais ça me semblait trop d'enchères, puis il y avait des enchères cachées aussi que j'aime moins. Mais ça restait une thématique de train quand même. Il y a Railways of the World, of Nippon, of Great Britain. Il y en a plein là, qui semblent vraiment intéressants avec du pick-up and deliver que j'ai jamais essayé. J'ai manqué supporter Railways of Nippon qui va sortir cette année en 2018 et je l'ai pas fait malheureusement puis je regrette un peu. Mais c'est souvent des jeux qui vont jouer à 3 minimum puis donc ça dépend des phases quand je joue. Si on est au moins 3 puis c'est des jeux qui sont assez longs souvent mais ça me semblait tellement un jeu intéressant puis ça fait longtemps que ça roule ces jeux-là. Puis je pense qu'ils sont très appréciés aussi. Puis je dois d'essayer ces jeux-là en tant qu'amateur de train. Il y a aussi le dernier jeu que je me dois d'essayer, c'est Steam, qui était avant Age of Steam. Ça aussi dans la même veine un peu que les autres avec du pick-up and deliver, du placement de tuiles un peu, qui semble tellement intéressant aussi. J'ai passé souvent proche de l'acheter.
c'est un jeu qu'il faut que je me procure, que j'ai vraiment le goût d'essayer. Ce jeu-là, Steam, ça fait plusieurs années qu'il me fait de l'œil, mais on dirait, vu que des fois c'est un jeu un peu plus vieux, on a moins tendance à acheter dans ce dans ce milieu-là. On y va souvent pour la nouveauté du moment. Malheureusement, quand il y a de très bons jeux qui sont sortis, il y a quand même un peu plus longtemps. Donc, je pense que ça fait le tour là, de ce que je voulais vous parler pour les jeux de train. Donc, c'était assez bref et je voulais vous donner plusieurs exemples de jeux de train. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi là, sur la vidéo, sur iTunes ou whatever, où vous voulez commenter. C'est quoi votre jeu de train préféré? J'aimerais ça le savoir. Ou jeu de train que j'ai pas parlé, que je devrais absolument jouer dans ce que j'ai parlé. Peut-être que j'en ai oublié là, vite comme ça. Donc, on va passer sur ça. Donc, on va conclure le sujet principal des jeux de train. Et on va passer aux derniers achats. Alors, du côté de mes derniers achats, j'ai acheté Raja of the Ganges, Antiquity, Finish, Sight, l'extension de Wind Gambit, Azul et Codename Duet. Donc, c'est les 6 jeux que j'ai ajoutés dans ma collection depuis le dernier épisode. Tous des jeux que j'ai joués, sauf Antiquity. J'ai pas encore eu la chance, là, je suis dans la lecture des règles. Un jeu un petit peu plus lourd, un petit peu plus costaud, mais que j'ai tellement hâte d'essayer juste aux premières pages de règles. Je trouve que ça a l'air tellement un jeu avec beaucoup de profondeur, beaucoup de stratégie. C'est un jeu qui disent que ça va prendre quelques parties avant de bien maîtriser, un peu comme Food Chain Magnate, mais j'ai l'impression que si on embarque des nouveaux joueurs, si nous on a joué 4-5 parties, ça risque d'être un massacre, un peu comme Food Chain. Mais bon, c'est des jeux que j'apprécie quand même beaucoup. Il faut souvent peut-être les jouer avec les mêmes joueurs par contre. Alors, c'est ce qui conclut mes derniers achats et on va aller voir mes expériences de jeu pour le dernier mois passé. Alors, comme j'ai mentionné en début d'épisode, pour mes expériences de jeu, je reviens à la formule un peu plus vraiment expérience de jeu express. Donc, parler de tous les jeux que j'ai joués entre les épisodes et de façon sommaire au lieu d'y aller détailler avec un jeu en tant que tel. Je préfère faire ça comme ça. Je préfère de parler plus de jeux parce que quand j'écoute un podcast, souvent j'aime ça d'en entendre parler de beaucoup de jeux juste pour me mettre à l'oreille un peu qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été joué, c'est quoi un peu le principe du jeu, puis après ça faire mes recherches moi-même. J'aime aussi avoir l'autre version que je faisais avant, j'aimais ça aussi le faire. Ça demandait un petit peu plus de temps, un petit peu plus de préparation là, au niveau de vraiment détailler comment le jeu se joue. Et souvent en forme de podcast, ben, c'est peut-être un petit peu moins intéressant qu'on écoute ça en faisant autre chose, de savoir exactement c'est quoi les actions du jeu. Je sais qu'il y en a qui aiment ça aussi, mais je pense que je préfère y aller avec parler de mes expériences de jeu, vu qu'aussi je fais maintenant un épisode au mois, au lieu d'aux 2 semaines. Aux 2 semaines, je trouvais que c'était intéressant de parler un peu plus en détail d'un jeu. Et là, je préfère y aller vraiment avec les expériences du dernier mois pour vous parler du plus de jeux possible. Mes appréciations assez sommaires là, des jeux que j'ai essayés. Alors, premier jeu que j'ai joué avec Sylvain de l'école du jeu. J'ai joué à Sid Meier's Civilization A New Dawn, le nouveau jeu de Sid Meier, qui est vraiment pas un jeu de civilisation en tant que tel, plus un jeu où on va une course au point, où on va se développer sur le territoire, on peut attaquer quand même les autres. On avait fait quelques points de règle là, mal au début de la partie, sur la moitié de la partie, fait que ça altère un peu mon jugement du jeu, fait que je peux pas trop me prononcer. J'ai trouvé ça correct, mais comme je dis, faudrait que je le rejoue juste pour voir avec vraiment les bonnes règles si le jeu me convient. J'aime les jeux de civilisation qu'on développe vraiment un arbre de technologie, etc. Un peu comme Clash of Culture. Le jeu n'était pas mauvais non plus, mais peut-être moins dans ma palette de jeux. Mais en tout cas, je pense que je vais y redonner une autre chance d'y rejouer prochainement. J'ai continué aussi ma campagne de Gloomhaven. Gloomhaven, j'avance tranquillement, pas vite. J'ai remarqué encore quelques petits points de règle que j'avais fait pas correct là, dans mes dernières parties, là, surtout au niveau des équipements. Comment tu peux en posséder, puis aussi que les potions, ben, tu les perds pas.
Une fois que tu les as achetés, tu fais juste la tournée de barre quand tu la joues et elle revient pour les autres parties. Tu n'es pas obligé d'aller les racheter tout le temps. Donc ça, c'est une chose qui me coûtait assez cher en cours de jeu. Il n'y a pas de spoiler ici, là. Et puis, donc là, ça va m'aider pour mes prochaines parties là, à avancer un petit peu plus dans la campagne, que j'apprécie beaucoup sortir. Encore un peu, non, il est moins long quand même, là. En fait, j'ai utilisé... je voulais le montrer à la caméra, mais ça vaut pas la peine parce que il y a aussi les podcasts, puis je veux pas vous enlever le bénéfice. Donc, je vais le décrire un peu plus au lieu de le montrer à la caméra. Donc, j'ai acheté un classeur là, qui permet de placer chacune des tuiles de terrain là, dans certains ordres pour aller les chercher plus facilement selon leur ordre alphabétique. Et aussi un truc de CD là, pour tous les monstres. C'est vraiment très pratique, ce petit étui-là, pour aller chercher les monstres et leurs cartes reliées à eux. Donc Gloomhaven, c'est ça, j'ai continué ça. J'ai continué aussi ma campagne de Charterstone. Je suis rendu à la 9e ou 10e partie. Donc ça achève aussi pour Charterstone. En solo également. J'ai continué ça. Ça, je vais vous en reparler plus en détail, là, je pense, dans mon nouveau petit concept là, du 12 par 5. Ça risque d'être le premier jeu. Petit spoiler ici. Si jamais ça voit le jour, mais je pense que ça va venir. Là, peut-être que l'épisode... j'aimerais ça en sortir un en mars. Là. Au moins peut-être un ou deux. Là, puis commencer à vous présenter ça. Mon 12 par 5. Ensuite, The Lost Expedition, que j'ai rejoué également. Petit jeu bien intéressant. Un peu dans la veine de vendredi, mais pas dans le même style. Mais ça reste un peu un jeu très agressif où on perd souvent. Et un jeu solitaire qui je peux jouer en coopératif aussi par contre, celui-ci. Mais j'ai juste joué en solo jusqu'à maintenant. On va tenter d'atteindre on va tenter d'atteindre le Eldorado en Amazonie. Où on va tenter donc justement de se rendre là avec nos 3 explorateurs, de parcourir toutes les épreuves qui viennent à nous et donc de se rendre jusqu'à la fin en vie avec au moins un explorateur. Nemo's War, j'ai refait une partie de ça et wow, ça c'est tellement un bon jeu. C'est pas très long à sortir non plus, il y a un petit deck à construire, quelques petits éléments à mettre sur le plateau, puis on est parti. Mise en place, c'est ça qui est pas trop long, ça c'est le fun aussi des jeux comme ça. Puis on est parti dans une aventure tellement immersive. Sérieusement, c'est un jeu à avoir si vous êtes des joueurs solo. Là. Oui, il y a de la chance avec les dés, mais ça fait quand même partie du jeu. Puis on est capable de la gérer. Puis plus la partie avance aussi, on a des dés de plus. Fait qu'on est capable d'avoir plus d'action. Puis oui, c'est sûr, on peut jouer vraiment une mauvaise partie parce que les dés n'ont pas été en notre faveur. On a eu beaucoup de lull turn, qui est un tour où on fera rien. Puis ça, c'est un peu frustrant. Ça fait que la partie avance. La partie continue d'avancer, mais on fait rien pendant ce tour-là. Mais ça reste... puis il y a différentes façons de jouer le jeu. On peut changer en cours de partie aussi. La dernière partie que j'ai jouée, j'ai gagné avec un niveau correct de points, comme ils disent dans le livret de règles. C'était sans conséquence, une victoire sans conséquence. Fait que c'est pas une super victoire, mais c'était correct quand même. Là. Et puis, mais c'est tellement une aventure vraiment le fun à gérer les eaux, à attaquer les bateaux, à piller à aller chercher des trésors, se déplacer là, dans les différents océans. C'est vraiment très le fun. Nemo's War, là, je vous le recommande fortement. Je sais qu'il n'est plus disponible par contre et qu'il y a eu un deuxième Kickstarter qui est terminé, ça fait un petit bout et que les backers devraient recevoir, je sais pas, prochainement ou encore loin. Là. Si vous êtes un de ces supporters-là, vous pouvez me le dire à peu près quand vous allez le recevoir. Puis il risque à ce moment-là d'en avoir un peu d'autres dans le magasin également. J'ai également rejoué à Azul, qui est dans ma collection maintenant. Super bon jeu, abstrait. C'est pas pour rien qu'il est devenu abstrait numéro 1. Sérieusement, on a tout le temps le goût de rejouer à ce jeu-là. Puis d'y aller avec d'autres stratégies. J'ai essayé aussi le nouveau
Ben pas le nouveau, le côté où on n'a pas de mosaïque. J'ai essayé quelque chose, ça a quand même fonctionné assez bien, mais avec un tour de plus, c'est sûr que je perdais, mais de la façon que j'avais placé mes tuiles, j'étais plus capable de faire des colonnes nécessairement, ben, en fait toutes mes colonnes, puis mes rangées aussi, ça venait assez difficile là, avec j'avais utilisé seulement 4 couleurs sur les 5. Et puis, ça venait vraiment difficile dans la dernière round. Il fallait vraiment que j'aille chercher une couleur en particulier. Puis là, les autres joueurs allaient les chercher. Donc, ça venait assez difficile pour moi de faire des points dans le dernier tour de jeu. Mais ça a été le fun d'utiliser ce nouveau côté-là. Pas ce nouveau, mais cet autre côté-là que j'avais pas encore joué. Ensuite, j'ai joué à Lorenzo il Magnifico. Une deuxième partie. Très bon petit jeu. J'aime bien les principes des tours où il faut payer quand quelqu'un d'autre est allé. Donc, une espèce d'aspect de vitesse à aller à la bonne place. Lors du tour a quand même beaucoup d'importance dans le jeu. La piste de culture aussi qui a de l'impact sur les malus que ça va nous affecter ou pas. Aussi la façon aussi de engine building aussi avec nos cartes où on va produire ou aller transformer des ressources ou des transformations qui vont nous donner plus de points, plus d'argent. Plein de petits principes très intéressants dans ce jeu-là, Lorenzo il Magnifico. J'ai également rejoué à Terraforming Mars en solo. J'ai pas encore réussi à gagner cette fois-là non plus, avec les vraies règles, avec le vrai nombre de tours. Et j'ai Terraforming Mars avec tous les prix qu'il a gagné, il faudrait vraiment que je le joue pas en solo. Mais je dirais que l'entourage de joueurs que j'ai, on n'a pas apprécié ce jeu-là. Donc, au moment où il est sorti, puis je l'avais pas essayé avec eux à ce moment-là. Et puis, donc ça va être difficile de le réessayer un peu plus à plusieurs joueurs. Sauf peut-être avec Sylvain de l'école du jeu, mais lui, il a un petit peu trop joué à ce jeu-là. Je pense que je risque de me faire détruire si je décide d'aller jouer avec en multijoueur à Terraforming Mars. Et donc en solo, j'aime bien sortir de temps en temps. Je trouve qu'il est pas long à sortir, c'est ce que j'aime. Pas beaucoup de mise en place, souvent un soir de semaine où un petit peu fatigué, t'as pas le goût de te taper une demi-heure, 45 minutes de mise en place là, pour jouer 1 à 2 heures. Là, ça fait un petit peu long. Fait que lui, on sort ça en 5-10 minutes, puis on est prêt à jouer. Fait que ça, c'est un aspect que j'aime bien d'un jeu. C'est comme rendu un critère que j'apprécie dans certains jeux, que ce soit pas long à sortir. Ça me fait voir un autre jeu que je vais revenir dans 2 jeux là, qui est tout à fait l'inverse. Ensuite, j'ai joué à Andor, Shadow et Torn, que je vous ai présenté aussi en vidéo. Là, si jamais vous l'avez pas vu, allez voir ça sur la chaîne YouTube, la vidéo en solo de Andor, Shadow et Torn. Ça a été aussi mon coup de cœur du mois de janvier 2018. Un petit jeu vraiment stratégique. Comme Andor aussi, qui est très stratégique sur les options qu'on va faire, les mouvements qu'on va faire dans un tour. Et là, même principe, pas même principe, mais c'est un principe de 3 piles de cartes. Et on va choisir quelle carte on active, puis là, elle retourne en dessous de la pile. Mais il y a des monstres qui s'en viennent dans nos piles également, qu'il faut battre avec les armes qu'on va aller chercher, etc. Donc, il y a un principe très intéressant de malédiction aussi, qui nous poursuit. En fait, on doit tenter de la fuir, puis se rendre jusqu'à Andor, en fait, jusqu'à l'autre bout du plateau. Là. Et les parcours qui vont être un peu différents aussi à chaque partie. Il y a 4 missions différentes, mais les missions en tant que telles peuvent avoir un différent parcours un peu. Le début et la fin sont tout le temps pareils. C'est juste le milieu qui va changer. Donc ça, c'était pour Andor Shadow and Torn que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai hâte de ressortir là, à l'occasion. Quand je parle de mon critère de mise en place, je dirais qu'Anachronie n'est vraiment pas là, mais pas là. C'est tellement long à placer ce jeu-là. J'ai pas d'insert, puis je commence à être tanné de faire des inserts pour des jeux comme ça. Ça devient frustrant tellement c'est long, puis j'ai redonné une chance en solo encore. Là, il me reste la chance à lui donner en multijoueur, mais j'accroche pas du tout à ce jeu-là. Je sens qu'il y a un bon potentiel, tout ça. Je commençais à voir un peu la lumière, mais on dirait que j'ai la misère à voir le sens de ce jeu-là, où il y a de quoi qui me rentre pas dans la tête, où je relis les règles, je fais de quoi de pas correct. Je pense que non. Peut-être que oui, en effet, j'en ai aucune idée, j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, je sais pas, on dirait que je veux vraiment
y accrocher puis ça fonctionne tout simplement pas dans mon cas. Ça peut arriver, c'est rare que ça arrive. Habituellement, j'aime beaucoup les jeux, mais lui, on dirait... Je comprends bien le principe, je le trouve beau, mais je sais pas. Il y a de quoi qui veut pas rentrer de mon côté, du côté d'Anachronie, là. Il me reste juste, je le garde encore dans ma collection juste pour l'essayer en multijoueur, là, voir si je l'apprécierais plus de cette façon-là. Quoique le Chronobot est quand même très bien fait, là. Il est facile à gérer également, puis très difficile à battre. Là. Il y a un bon challenge aussi à ce niveau-là. Ensuite, Roll Through the Ages, Bronze Age. Un petit jeu de dés, un peu, on va dire la Yadi, où on va faire 3 lancers de dés. 3 fois on peut relancer 2 fois les dés. Puis avec les dés qu'on va avoir, ben là, on va pouvoir développer notre population, construire des petits bâtiments. C'est tout sur une petite feuille, là, où on va cocher les trucs. On peut faire des monuments aussi. On peut avoir des améliorations dans notre ville avec des développements, en fait, qui vont nous donner des petits avantages en cours de partie. Il y a aussi des malus aussi qu'on peut avoir, tout ça. Puis on essaye en 5, 6, 7 rondes, je ne sais plus exactement le nombre. Mais dans ce nombre de rondes-là, en solo, là, on va tenter de faire le plus de points possible. Tout simplement, un petit jeu qui est pas loin à sortir, des belles pièces, des beaux dés en bois et des beaux petits plateaux personnels également en bois. Bon, j'ai également rejoué à First Class, mais j'en ai parlé quand même abondamment tantôt, là, donc je ne rentrerai pas dans le détail pour First Class. Raja of the Ganges, que j'ai joué, un jeu que j'ai reçu récemment, comme je l'ai mentionné dans mes derniers achats, et que j'ai très apprécié. Je l'avais déjà essayé au Lac Aleppo ludique, et j'avais bien aimé le principe de course un peu, là, où on va tenter avec de faire monter notre piste d'argent, donc notre fortune, et notre gloire. Et de cette façon-là, on va tenter de croiser les deux pistes. Une fois que les deux pistes se croisent, il reste un tour à tous les joueurs, vraiment un tour de jeu, une action en fait qu'ils peuvent faire pour tenter aussi de croiser leurs deux pistes, et celui qui a le plus grand écart entre ces deux jetons qui se sont croisés va remporter la partie. Donc il n'y a pas vraiment de points, mais en fait c'est une autre façon de faire des points, on pourrait dire. C'est juste que ça déclenche la fin de la partie à ce moment-là. Et principe intéressant de placement de travailleurs, placement de dés en fait. Avec les dés, on va aller acheter des bâtiments qu'on va faire sur notre petit plateau personnel avec des routes, puis ça va aller nous donner des bonus, etc. J'ai pas encore essayé avec les modules non plus, qui semble intéressant aussi, qui rajoute un petit aspect peut-être pour revenir de l'arrière au cours de la partie. Parce que souvent dans les parties que j'ai jouées, ça a été un grand écart. Quand il y a un joueur qui va réussir à faire un écart, le reste c'est quand même encore un petit peu loin. Mais ça déboule assez vite à la fin de la partie. On peut quand même faire des gros coups d'argent et de gloire et faire aller la partie très rapidement à la fin. J'aime bien ce style de jeu-là. Très content de l'avoir en ma possession et de le ressortir là, dans les prochaines semaines aussi. Il y a beaucoup de monde qui veulent l'essayer, ce jeu-là. Donc, c'était Raja of the Ganges. Ensuite, j'ai joué à Finish, petit jeu solo. Qu'on est dans un bureau et on essaie de faire les tâches. Et dans le fond, c'est aussi de placer les cartes de 1 à 48 dans l'ordre. On a un paquet de cartes, on tire toujours 3 cartes. Et là, il y a certaines actions dessus. On peut aller chercher des petits bonbons aussi qui nous permettent de faire les actions des cartes. Et après ça, ces cartes-là s'en vont dans le passé. Mais aussi, il y a certaines cartes qui me permettent de les envoyer dans le futur. Donc, ils vont arriver prochainement. On va savoir ce qui s'en vient. Puis le but, c'est lorsqu'on a la carte 1, ben là, on la sort de ce paquet-là. Puis après ça, c'est la 2, etc. 3, 4, 5. Et là, plus ça va aller. Puis on essaye de faire, avec les cartes qui sortent, de les mettre dans un certain ordre pour nous avantager, pour en fait être capable de les placer. Tout dans l'ordre, refaire le paquet au complet. J'ai pas encore réussi à... Puis on a un tour limite aussi, un nombre de tours limite avec nos coupes des cafés. Là. À chaque fois qu'on prend un café, il y a un tour de moins qui nous reste à faire. Puis, principe très intéressant, peut-être un petit peu long. Mais j'ai bien aimé là, jusqu'à maintenant les petites parties que j'ai fait de Finish. Donc un bon petit jeu solo de Freeman Freeze. Et donc c'est ça pour Finish. J'ai également joué à Gaia Project, un jeu que j'avais également essayé au Lac Aleppo ludique. Et là, en refaisant une partie, un jeu très intéressant, c'est Terra Mystica
2.0 là, avec les thématiques de l'espace, des trucs qui sont améliorés bien évidemment. Jeu que j'adore, que j'aime bien. J'aime juste pas les thématiques d'espace en général, mais ça se fait bien dans le jeu quand même. Puis encore là, on a tellement d'options de débloquer notre plateau personnel. Il faut vraiment bien jouer notre race. Chose que j'ai pas bien fait dans ma dernière partie. Je me suis fait un petit peu détruire par les autres joueurs. C'est rare que ça arrive, mais là, j'ai vraiment pas bien joué mon joueur. Mais un jeu que j'aime bien, il y a il y a de l'interaction quand même entre les joueurs. Plus, je pense, que dans Terra Mystica. Et dépendant probablement des factions aussi. Là. Et puis, le principe de développement de planète est différent un petit peu aussi de terraformage de planète et de Gaia-formage, que je devrais dire. Il y a un petit principe aussi avec des satellites là, qui nous permettent de rejoindre nos villes ensemble pour faire une fédération. Il y a des fins de partie aussi qui sont différentes. Les scorings de fin de partie sont différents, contrairement à Terra Mystica où c'était tout le temps la même chose. Donc, je rechange un petit peu mon idée là, par rapport à dire que ça vaut pas la peine par rapport à Terra Mystica. Peut-être avec d'autres parties que je vais jouer, peut-être que je vais dire que ça vaut vraiment plus la peine. Mais je pense en ayant Terra Mystica, je sais que j'ai un ami qui l'a, Gaia Project, puis je pense pas qu'il va s'en débarrasser. C'est clair qu'il ne rentrera pas dans ma collection. Mais j'ai bien apprécié la deuxième expérience de Gaia Project. J'ai rejoué aussi à quelques petits jeux, dont Cat Lady. Cat Lady, que j'apprécie beaucoup, ce petit jeu avec les chats, où on va aller chercher des chats avec un petit jeu de draft, là, où on va avoir un 3x3, puis on prend une colonne ou une rangée, sauf où il y a le chat, donc la colonne qui a été prise ou la rangée qui a été prise par le joueur avant nous, et on va tenter de nourrir nos chats, de collectionner. Il y a du set collection avec les jouets, les costumes aussi qu'on va aller chercher. Lui qui en a le plus fait des points. Il y a aussi du catnip qui fait aussi des points dépendant par chat qu'on a nourri. Il y a aussi des petits chats, des chats errants qu'on peut aller récupérer avec des pouvoirs un petit peu plus intéressants. Donc très le fun comme petit jeu Cat Lady. Que je devrais peut-être me procurer à m'amener. Je l'aime bien, mais j'ai d'autres amis aussi qui l'ont. Puis c'est le fun comme petit jeu Cat Lady. J'ai rejoué aussi à Kauna, ça fait longtemps que j'avais pas joué à ça. Petit jeu de majorité avec des cartes où on va tenter de contrôler les îles sur le territoire. Un petit jeu à 2 joueurs, bien apprécié. J'aime bien ce style de jeu-là où on va tenter de contrôler certaines îles, puis on est capable de les enlever aux autres. Puis il y a des combos à faire avec nos cartes pour faire des bonnes séquences, puis enlever le plus de possession à l'adversaire. Donc ça, c'est très bien comme petit jeu. J'ai joué aussi à des petits jeux abstraits. Quarto, que j'avais jamais essayé, vraiment très bon avec les petites formes. On a des cylindres avec des trous. On a des carrés, des trous, des pièces qui sont brunes, des pièces qui sont blanches. Et là, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit à faire une ligne de 4 de un de ces principes-là, soit des ronds, des pièces avec des trous, des carrés, toute la même couleur. Puis c'est nous qui donne la pièce à l'adversaire qui doit placer. Donc c'est vraiment un petit principe intéressant comme petit jeu abstrait. J'avais jamais essayé ça, puis très content de l'avoir joué. Corridor également, que j'avais déjà joué en ligne, j'avais jamais joué en version physique. Très fun comme petit jeu abstrait où on va tenter juste de se rendre l'autre bord, mais on peut mettre le but c'est de bloquer l'adversaire, mais aussi de se faire un chemin de notre côté, pour se rendre de l'autre bord, lui qui sera en premier, et déclarer vainqueur. Donc c'est très bien comme petit jeu abstrait aussi. Corridor. Donc, j'ai également rejoué à Sight en solo et aussi en multijoueur, un jeu que j'adore toujours sortir. Je pense que je l'aime plus en solo en tout cas, je suis tellement habitué de jouer en solo que quand je joue en multijoueur, je trouve ça long, mais c'est un petit peu plus long à attendre que ce que les autres font, tandis que je suis tellement habitué que ce jeu-là roule, que je suis tout le temps en action dans ce jeu-là, que j'ai trouvé ça un peu drôle de jouer avec d'autres monstres. C'est un peu bizarre à dire, là, mais ouais. On dirait que j'aime ça le jouer en solo, ce jeu-là, Sight. Et j'ai essayé aussi avec l'extension Wind Gambit, que pour l'instant, je trouve correct. Là. Je trouve pas que les airships ajoutent tant que ça, mais j'en ai pas profité tant que ça non plus de leurs habiletés.
Mais par contre, les modules pour les fins de partie semblent intéressants. Là, j'en ai essayé un en solo qui n'est pas arrivé finalement. Là. C'était un des deux, c'était soit les 6 étoiles, soit qu'il n'y avait plus d'encounter token. Sauf qu'en solo, c'est quand même difficile à toutes les retirer du plateau. Et donc c'est ça pour Sight, avec un peu de Wind Gambit là-dedans. Et aussi j'ai rejoué à V-Commando. V-Commando qui est sublime à chaque fois. J'ai terminé si vous suivez, là, en fait, j'avais fait une vidéo, je pense en novembre, là, sur le premier épisode d'une opération Helmet. Et puis j'avais montré la première télécabine. Et là, j'ai joué le reste, donc la base souterraine et le retour en télécabine. Donc je vais vous présenter ça prochainement là, sur la chaîne YouTube. Le reste de la partie en solo, j'avais dit que j'allais la faire s'il y avait de l'intérêt, puis il y en avait, mais c'est juste de trouver le temps pour le faire. Et donc, bien content je vais vous présenter ça là, prochainement, que je vais avoir fait le montage pour V-Commando. C'est tellement bon comme jeu à chaque fois, tellement tactique. J'adore ce jeu-là. Je vais le ressortir plus souvent là, maintenant que là, j'ai terminé la partie que je voulais filmer. Je vais pouvoir le ressortir sans filmer, en fait, là, qui demande un peu plus de temps au niveau du temps de jeu, bien évidemment. Et j'ai rejoué aussi hier ben, pas rejoué, j'ai joué en fait, j'ai essayé Euphoria. Un autre jeu de Stegmaier que j'avais jamais essayé. Je pense que c'est le seul que j'avais jamais essayé. Parce que j'ai déjà joué à Between Two Cities, Side Charterstone, Viticulture. Donc j'ai pas mal. Puis là, c'était Euphoria qui me manquait à essayer. Bien apprécié ce jeu-là. Petite course à placement d'étoiles. Et lui qui le termine, ben, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de points en tant que tel. Donc c'est un petit jeu d'optimisation, aller chercher nos ressources, qu'est-ce qui nous fait placer des étoiles. Il y a des petits malus aussi qu'il peut y avoir aux adversaires si on n'a pas certaines villes, certaines constructions. Là, je me souviens plus du terme exact. Il y a 4 factions différentes. On a des spécialistes qu'on peut choisir dans ces factions-là. Vraiment un beau petit jeu que j'ai bien apprécié. Petite course au point avec les dés. Principe intéressant de placement de dés. Là, que j'apprécie beaucoup les placements de dés en général. Donc, bien content de l'avoir essayé. Euphoria. Et ça complète là, pour mes expériences de jeu. Beaucoup de jeux que j'ai joués dans ce dernier mois. Et donc, j'espère que vous avez apprécié là, ce retour à cette formule-là. Vous pouvez me recommander si vous aimez mieux l'autre version d'avant ou de cette façon-là, ou que je parle plus de jeux. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et là-dessus, on va passer au projet québécois. Alors, on termine l'épisode avec un projet québécois qui est un autre podcast. Peut-être que vous le connaissez déjà, sinon je vous invite à aller le découvrir. Ça s'appelle Balado Ludique. Ils ont fait d'ailleurs déjà une saison 1 et eux autres, ils fonctionnent en termes de saison de 20 épisodes avec une petite pause entre les deux. C'est une très bonne idée. Chapeau à vous de faire ça de cette façon-là. Ça permet des fois de reprendre un petit repos qui était déjà planifié. C'est un podcast québécois, comme je l'ai mentionné, de jeux de société, jeux de table, jeux de rôle aussi. Mais là, présentement, je vous dirais qu'il parle beaucoup de jeux de société, là, tous les épisodes que j'ai écoutés. Ceux qui me restent à écouter parlent de jeux de société en majeure partie. C'est animé par Jean-François et Simon. Et c'est donc, comme j'ai mentionné, ils ont une saison 1 de terminer déjà avec 20 épisodes. J'ai écouté à peu près la moitié jusqu'à maintenant. Très bon concept, un concept où on va avoir une thématique par épisode. Ils vont parler de jeux de cette thématique-là, en quoi ça consiste cette thématique-là. Et ils vont aussi faire chacun leur top 5 à la fin de l'épisode là, sur cette thématique-là en question. Ils ont aussi si je me souviens bien dans les épisodes, ils parlent aussi d'applications mobiles pour les jeux de société. Ils ont aussi des nouvelles également un peu comme je fais aussi. Donc, si vous voulez avoir une vision différente des jeux, ça fait encore plus longtemps que moi. Là, ça fait 4-5 ans, à peu près un bon 4 ans là, que je suis dans l'univers du jeu. Donc, je suis quand même assez récent. Eux, ça fait plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est un autre aspect, beaucoup plus de jeu derrière la cravate. Quoique j'en commence à en avoir beaucoup. Donc, si vous voulez avoir une autre vision, etc., que moi, que je vous parle des jeux, on a aussi des goûts différents pour les jeux. Donc,
Je vous invite à aller écouter ça. C'est très bon, j'aime beaucoup leur format, leur concept à deux personnes également. Ça fait différent de moi qui me parle tout seul, qui vous parle tout seul. Et ils ont débuté la saison 2, donc ça vient de sortir également. Peut-être qu'au moment, là, l'épisode 1 est sorti, peut-être que l'épisode 2 va être sorti au moment que je vais diffuser le mien ici. Puis la saison 1 débute avec de quoi ils n'avaient pas encore fait, une entrevue. Ils ont fait une entrevue dans le cadre avec un des organisateurs de Montréal Joue là, qui s'en vient prochainement. Je me souviens plus exactement les dates pour ça. C'est disponible sur iTunes, sur d'autres plateformes aussi là, qui mentionnent dans leur... puis là, je m'en souviens pas exactement, mais moi, je l'écoute sur iTunes. Et il y a aussi une page Facebook là, que vous pouvez aller les suivre également. Allez liker ça. Là, je vais vous mettre le lien dans la description du podcast sur YouTube et sur le site web de Board Game Québec. Donc, c'était Balado Ludique. Je vous invite à aller voir ça. C'est le projet québécois de cet épisode. Alors, c'est ce qui conclut ce 36e épisode. Je vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous voulez me suivre, allez me laisser aussi des commentaires sur iTunes, des étoiles sur iTunes. Je ne l'ai jamais demandé, mais là, ça me tentait de le demander. Si jamais vous appréciez le podcast, c'est aussi tout ce qui a été fait avant. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait grandement plaisir. C'est le fun de savoir combien de monde nous écoute, combien de monde nous suit. Allez commenter également sur l'épisode. N'hésitez pas à faire ça. Également, vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook, sur Board Game Québec également, sur le site web. Et sur Instagram aussi où je publie à l'occasion des photos un petit peu moins ces temps-ci. Je pense un peu moins, là, ça m'arrive, mais j'essaie quand même là, à l'occasion, là, peut-être 1 à 2 semaines, de publier quelque chose là, sur Instagram également. Et donc encore une fois, je veux vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici et on va se revoir là, le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. Et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à la prochaine. Bye bye.